Histoire de filles rebelles pour tous et toutes. Maria Montessori, médecin et éducatrice. Il était une fois une enseignante qui travaillait avec des enfants handicapés. Elle était aussi médecin et s'appelait Maria. Plutôt que d'appliquer les anciennes méthodes éducatives, Maria observait les enfants pour voir comment ils apprenaient. Dans son école, ils n'étaient pas obligés d'obéir au professeur. Ils pouvaient déambuler librement et choisir l'activité qu'ils préféraient. Les techniques innovantes de Maria étaient efficaces avec les enfants handicapés. Elle décida donc d'ouvrir une école pour tous et d'y appliquer les mêmes méthodes. Elle baptisa son école la Maison des enfants. Maria créa pour son établissement des meubles adaptés aux enfants, des petites chaises légères qu'ils pouvaient manipuler aisément, des étagères basses pour qu'ils puissent atteindre des objets sans l'aide d'un adulte. Maria inventa également des jouets qui encourageaient les élèves à découvrir le monde de manière pratique et indépendante. Dans ces salles de classe, ils apprenaient comment boutonner et déboutonner leurs chemises, comment porter un verre d'eau sans le renverser, comment mettre la table tout seul. Les enfants devraient apprendre l'autonomie, expliquait Maria. S'ils savent comment lasser leurs chaussures et s'habiller, ils ressentiront le bonheur que procure l'indépendance. La méthode de Maria Montessori est appliquée dans des milliers d'écoles, partout dans le monde. Elle aide les enfants à devenir forts et libres. La jeune femme capitaine. Il y avait autrefois une jeune fille et un jeune homme qui s'aimaient depuis qu'ils étaient tout petits. Il leur était impossible de se marier, car leurs pères étaient des ennemis jurés. Une telle alliance était inimaginable. Un jour, les deux amoureux décident de partir vers un pays lointain afin de pouvoir s'unir. Ils embarquent à bord d'un navire. La jeune femme s'aperçoit qu'ils n'ont rien à manger. Elle envoie le jeune homme acheter quelques provisions au marché. Le navire ne va pas tarder à larguer les amarres. Dépêche-toi, achète l'essentiel. Le jeune homme se précipite au marché. Les étals sont recouverts de marchandises diverses et multiples. Il traîne devant un étalage, en regarde un autre et ne s'aperçoit pas du temps qui passe. À bord, la jeune fille s'endort en l'attendant. Quand elle se réveille, le navire est déjà au large et son amoureux n'est pas revenu. Elle se met à pleurer. Le capitaine du navire l'entend et lui demande ce qui lui arrive. Elle lui raconte. Le capitaine devient soudain doucereux. Il lui propose de partager sa propre cabine. « Je te donnerai ma réponse dans quelques jours, répond-elle. En attendant, pour te rassurer, je te suivrai partout où tu iras. » Pendant quelques jours, elle le suit comme son ombre. Elle observe ses moindres gestes sur le pont, dans la salle des machines. Elle écoute ses échanges avec les marins. Elle retient chaque consigne, chaque mouvement. Un jour, le navire accoste pour une pause sur une île déserte. Les hommes d'équipage débarquent des provisions sur la plage et installent le repas. Elle prépare tranquillement un café qu'elle agrémente d'une bonne dose d'opium et l'offre au capitaine en lui annonçant qu'elle partagera son lit le soir même. Sans se méfier le moins du monde, il boit le café d'un seul trait et ne tarde pas à sombrer dans un profond sommeil. Elle appelle aussitôt les hommes d'équipage et leur donne l'ordre de rejoindre leur poste à bord du navire. Elle les accompagne jusque dans la salle des machines pour surveiller la mise en route, puis elle regagne le pont pour diriger l'appareillage. Quelques minutes plus tard, ils naviguent au large. Ce n'est que beaucoup plus tard que le capitaine se réveille hébété et seul sur l'île déserte. Après quelques jours de navigation, la jeune fille accoste avec son équipage dans le port d'une capitale commerciale. Elle sillonne le marché et observe les étals quand le chef des commerçants, le Chabandar, l'aperçoit. Il l'aborde poliment, l'invite à boire un thé et lui demande comment elle a atterri dans sa ville. La jeune femme lui raconte
toute son histoire, son fiancé resté à terre, les avances du capitaine et son abandon sur l'île déserte. Le Chabandar laisse éclater sa joie. « C'est le destin qui t'a amené jusqu'ici pour que tu deviennes mon épouse. » Elle n'a pas le temps de répondre qu'il est déjà parti pour préparer la noce. Elle ne se démonte pas. « Je vous épouserai seulement à condition que les noces soient grandioses. Nous organiserons 40 autres mariages en même temps que le nôtre. Nous les célébrerons à bord du navire. » Le Chabandar rassemble en quelques jours 40 couples prêts à se marier. Il va jusqu'à précipiter la décision de certains en échange de sommes d'argent conséquentes. Elle exige que les 40 jeunes filles la rejoignent à bord du navire afin de préparer la cérémonie. Quand elles sont toutes là, elle leur fait une proposition. Se débarrasser des fiancés à l'occasion de la fête. « Les filles, je parie que pour la majorité d'entre vous, ce sont vos familles qui ont désigné vos fiancés. Demain, nous irons voir le monde et nous vivrons en toute liberté. » Le soir, le Chabandar arrive en grande pompe avec les fiancés. Les jeunes femmes les accueillent chaleureusement avec un café bien chargé d'opium pour démarrer la soirée. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Ils s'endorment tous en quelques minutes. La jeune femme donne l'ordre aux hommes d'équipage de les déshabiller et de les déposer sur le quai, puis elle se rend dans la salle des machines, supervise la mise en route et le navire largue les amarres. Les jeunes filles enfilent les vêtements des hommes et, ainsi vêtues, elles font le tour du monde, voyagent de ville en ville, de port en port et mènent la belle vie. Un jour, elles arrivent dans le port d'une très grande ville. Elles se promènent quand elles distinguent au loin un attroupement devant un palais immense. Elles s'approchent et demandent à un homme la raison de ce rassemblement. « Notre roi est mort sans laisser d'héritier, » répond-il. « Et comme le veut la coutume, notre reine va jeter la couronne du défunt à la foule. Celui qui l'attrapera sera notre futur roi et l'épousera. » Il n'a pas fini de parler que la jeune capitaine reçoit un coup sur la tête. Elle lève la main pour se frotter quand une couronne tombe à ses pieds. Au même moment, une clameur jaillit de la foule. « Vive le roi! Vive le roi !» Elle est aussi surprise que ses 40 compagnes. On l'amène auprès de la reine et du grand vizir. La reine trouve le jeune homme imberbe trop jeune pour elle. Elle en touche 2 mots à l'oreille du vizir, qui se racle la gorge pour annoncer. « Jeune homme, la reine pense que tu as l'âge d'être son fils. Tu ne peux donc pas devenir roi. Elle te propose en revanche d'épouser ma fille, qui a ton âge. » La jeune femme ne sait que répondre. Elle hoche la tête. On la présente à la fille du grand vizir, qui trouve le promis bien à son goût. Les préparatifs du mariage battent leur plein et quelques jours plus tard, les noces sont célébrées. Les premières nuits, elles rient beaucoup ensemble. Elles se racontent des dizaines d'histoires. Et puis vient le moment où la jeune fille, habillée en homme, révèle sa véritable identité. Qu'à cela ne tienne, elles sont bien ensemble et ne veulent plus se quitter. Les nuits sont heureuses, les journées aussi. Jusqu'au jour où, en se promenant dans la ville, la femme vêtue en homme croise l'amoureux qu'elle a perdu au début de l'histoire. Il la reconnaît aussitôt. Il court vers elle, se réjouit de la retrouver, lui raconte comment il est devenu commerçant et pourquoi il est dans cette ville. Elle lui détaille tout son périple, ses voyages, ses ruses pour échapper au capitaine et au chef des commerçants. Il l'interrompt aussitôt. « Marions-nous » Avec son plus beau sourire, elle répond « Je suis déjà mariée ». Les conteuses et les conteurs qui nous ont transmis cette histoire l'ont terminée chacune et chacun à sa manière. À mon tour de la terminer en disant qu'elles ont vécu heureuses aussi longtemps qu'il le fallait et qu'elles ont fait de beaux voyages. Gisèle Halimi, avocate et militante féministe. Gisèle naît en Tunisie à une époque où être une fille sonne comme une malédiction. Lorsque son père apprend le sexe de son enfant, il est si déçu qu'il met 3 semaines à annoncer la nouvelle à son entourage. À la maison, la fillette doit laver le sol, repasser le linge de ses frères, faire leur lit. Mais très tôt,
Gisèle a conscience des injustices qu'elle subit et ne peut plus les supporter. À 10 ans, elle refuse de servir ses frères plus longtemps et entame une grève de la faim. Ses parents cèdent. C'est sa première victoire féministe. 4 ans plus tard, elle se rebelle encore en refusant l'époux que sa famille lui a choisi. Dans son journal intime, elle écrit « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier morceau de liberté ». Après son bac, Gisèle part étudier à Paris et devient avocate. Au même moment, l'Algérie et la Tunisie, alors colonisées par la France, luttent pour leur indépendance. Les premiers clients de Gisèle sont des hommes. Ils risquent d'être guillotinés parce qu'ils ont résisté à l'autorité coloniale. Pour les défendre et obtenir leur grâce, Gisèle plaide auprès du président de la République française en personne et arrive à ses fins. Plusieurs fois agressée par des opposants qui essaient de la déstabiliser, l'avocate n'a peur de personne et se saisit des sujets les plus polémiques de son temps. Avec d'autres militantes féministes, elle s'engage pour la liberté des femmes à disposer de leur vie et surtout de leur corps. Elle défend celles qui sont poursuivies pour avoir mis fin à leur grossesse. Ses plaidoiries déchaînent les foules et ouvrent la voie à la légalisation de l'avortement. Au procès, dans des livres ou à travers l'association qu'elle a fondée, Gisèle Halimi ne cessa jamais de se battre pour la liberté. Antigone. Il était une fois dans un pays lointain une jeune fille. Elle s'appelait Antigone. C'était une fille qui ne se laissait pas faire. Elle osait dans un monde d'hommes être elle-même et marcher le front haut. Elle avait le courage de penser, le verbe qui mord, la beauté rebelle. On la disait laide, mais elle s'en fichait. Vivre pour plaire ne l'intéressait pas. Vivre pour vivre non plus d'ailleurs. Elle voulait vivre sans rougir, fidèle à elle-même. Pas de compromis. Pas de reniement. Comme ça et pas autrement. Ses yeux furieux dans le refus la rendaient belle. Dans cet air sombre, on devinait une jolie lumière. La lumière de l'instant présent, la lumière de la jeunesse. Celle qui éclaire le chemin que l'on a devant soi. C'était une jeune fille comme les autres, sauf qu'elle était princesse. Une princesse compliquée, née dans une famille compliquée. Une princesse maudite qui vécut malheureuse et n'eut jamais d'enfant. Le malheur coulait dans les veines d'Antigone et alimentait son cœur. Sa cellule familiale sentait la prison. Les branches de son arbre généalogique étaient comme des lianes qui s'en mêlaient, répandant une ombre funèbre. Un arbre tortueux, plein de nœuds, de branches pourries, et dont les feuilles, en forme de griffes, violentaient les plus tendres esprits. Une véritable infection familiale. La mère d'Antigone s'appelait Jocaste. Son père portait le nom d'Œdipe. Ce mari et cette femme étaient aussi mère et fils. Œdipe avait été abandonné par ses parents alors qu'il n'était qu'un nouveau-né, car un oracle avait prédit qu'il causerait le malheur de sa famille. Hélas, le destin a une sournoise élasticité. Plus on cherche à le fuir, plus la force avec laquelle il nous revient, en pleine face et cinglante. C'est ainsi. L'enfant retrouva son père et le tua sans savoir qui il était. Puis il retrouva sa mère et l'épousa, sans savoir qui elle était. C'est de cette union invraisemblable que naîtra notre Antigone. Carrefour de la vie, carrefour de la mort, l'ignorance est un ravage. Antigone naquit à Thèbes, une ville compliquée pour une princesse compliquée. C'est dans cette ville qu'Œdipe, son père, connut la gloire et la honte. La gloire, quand il triompha du Sphinx et de son énigme. La honte, quand il découvrit que la peste qui ravageait la ville avait été envoyée contre lui par les dieux en colère. Pauvre homme, artisan de sa propre gloire et de son propre malheur, que le destin guettait avec ses yeux de rat. Œdipe, désespéré, choisit de se punir. Il se creva les yeux et quitta Thèbes.
Antigone ne put se résoudre à le laisser partir seul. Dans ce vieux vagabond, errant et aveugle, elle n'oublie pas son père. Antigone est alors avant tout et plus que tout la fille d'Œdipe. Elle est son sang, ses pas et ses yeux. Quand notre histoire commence, Antigone est de retour à Thèbes, après avoir parcouru avec son père les chemins de l'exil. La ville est un champ de bataille. La faute à Œdipe, père maudit, incapable de choisir entre ses fils. Vous régnerez chacun votre tour, leur avait-il proposé, tout en sachant que cela ne pourrait jamais marcher ainsi. La faute à Éthéocle et Polynice, frères incapables de se montrer à la hauteur d'un tel partage. C'est mon tour, non, c'est à moi. 2 fils, 2 frères se disputant le pouvoir comme enfants, ils se disputaient un jouet. Éthéocle régna le premier. Passèrent les jours, les semaines, les mois. Quand arriva la fin de l'année, il avait succombé à l'ivresse du pouvoir et refusa de céder sa place. Polynice leva alors une armée contre son propre frère. Il attaqua sa propre ville. Adieu la fraternité. Les boucliers étincellent au soleil, les lances se hérissent, les hommes crient et meurent. Les soldats s'affrontent sur le champ de bataille et les dieux regardent d'en haut. L'un après l'autre, les frères tombent et le drame, avec ses yeux de rat, sort à nouveau de l'ombre. Créon, leur oncle, prend alors le pouvoir. Inflexible, il fait régner la loi, prêt à dégainer son arme contre quiconque ose s'opposer à lui. Que personne ne parle, que rien ne dépasse. Devant lui, pour ne pas dire à ses pieds, les hommes ont appris à ne pas hausser le ton. Et les femmes? Elles ne disent rien non plus. De toute façon, personne ne les aurait écoutées. Créon remplace Éthéocle sur le trône et trouve pour Polynice un châtiment exemplaire. Privé de sépulture, il ne connaîtra jamais le repos éternel. Polynice est ainsi condamné à errer avec le vent, du chant du coq au hurlement du loup, les animaux favoris d'Apollon, le dieu du soleil. Antigone pleure ses frères et leur ivresse d'hommes. Ils étaient donc comme ça? Le pouvoir leur importait-il à ce point? Antigone chérissait Polynice autant qu'Éthéocle, et elle vomissait leur guerre. Mais il n'y a dans la mort ni roi ni rebelle, ils sont redevenus frères, maigre consolation. Malgré son chagrin, Antigone n'est pas du genre à se taire, à se laisser faire. Pour elle, aucun n'était un traître, et tous 2 doivent être inhumés. Elle refuse de voir le corps de Polynice finir sous les coups de bec des vautours. Les charognards ont un instinct, manger. Et bien qu'ils mangent, mais qu'ils aillent ronger leurs os ailleurs. Les proies ne manquent pas, les campagnes et les forêts regorgent d'animaux, puisque les hommes tuent les hommes, que les bêtes mangent les bêtes. Du chant du coq au hurlement du loup, Antigone s'accroche à la lumière, une pure lumière. Elle désobéira. Elle désobéira en sœur, une sœur qui écoute son cœur et seulement son cœur, une sœur qui ose et qui agit, une sœur qui accomplira le culte funèbre. Antigone accompagnera Polynice sur son dernier chemin. Elle ne réclame pas des funérailles grandioses, pas de parfum, pas de pleureuse, pas de cortège. Elle ne veut qu'une chose, enterrer son frère, comme le font les hommes et les femmes depuis la nuit des temps. Elle en a le droit. Le respect de la coutume des anciens se mêle en elle à la nécessité de défendre les faibles et les vaincus. Antigone recouvre Polynice d'une poignée de poussière, comme autant d'étoiles dans la nuit. Une poignée de poussière pour le défendre contre les bêtes sauvages, pour lui éviter de passer l'éternité à errer comme un fantôme inquiet. La mort rôde, et l'amour alors. Cette fille rebelle, cette fille qui ne se laisse pas faire, elle a un amoureux. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le fils de Créon, oui, le propre fils du tyran. Il s'appelle Aimon. Aimon, c'est un joli nom pour un amoureux, non? Aimons-nous, implorait le jeune homme, pauvre de lui. 2 des personnes les plus chères à son cœur font preuve d'une obstination dépassant la raison. Antigone n'écoute que son cœur. Créon n'écoute que sa loi. Ils avancent à toute allure sur ce chemin dangereux, sans penser jamais au retour. Ligne sinueuse ou ligne droite,
le destin parvient toujours à dérouler son fil, comme il l'a prévu. Aimon veut faire fléchir son père. Il le met en garde contre l'orgueil, ce vertige mortel qui fait croire aux hommes qu'ils sont des dieux. Il lui dit que le peuple approuve le courage d'Antigone, mais il parle en vain. Créon se moque de lui. À quoi bon user tant de salive pour défendre cette fille ? Il n'est pas facile de faire changer quelqu'un d'avis, et le destin mène les hommes par le bout du nez. Créon ne veut rien savoir. Antigone est allée trop loin pour qu'il puisse lui pardonner. Trop loin pour une femme. Antigone est condamnée à mort, et l'amour condamne Aimon. En guise de cadeau de mariage, Créon offre aux amoureux un cortège funèbre. Mourir pour ses idées. Mais quelle idée ? Qu'Antigone passe le bonjour à Perséphone et à Hadès, reine et roi des enfers. Créon a bien réfléchi au châtiment réservé à cette fille qui ne baisse pas les yeux. Pour montrer à Antigone qu'il est tout, le pouvoir, la loi, la raison, il la condamne à n'être plus rien. Il ne s'abaissera pas à la tuer. Elle sera emmurée vivante. Créon se plaît à l'imaginer hurler, pleurer, supplier, isolé par les épaisses parois de pierre. Il ne veut pas que son nom, son cri rebelle, traverse de lèvre en lèvre la cité. Si les murs ont des oreilles, qu'elle s'épuise à leur dire non, jusqu'à en avoir les lèvres sèches, jusqu'à devenir folle, jusqu'à leur en vouloir de ne jamais rien comprendre. Antigone était née pour partager l'amour et non la haine, pour défendre les faibles contre les puissants, pour lutter contre l'injustice. Et la voilà condamnée, enfermée, presque morte. Les murs sont sombres, la pierre est froide. Antigone a du mal à respirer. Mais elle ne s'effondre pas, la princesse maudite est toujours là, toujours debout. Elle a vécu comme elle l'a voulu, elle s'est battue comme elle l'a voulu, elle a aimé comme elle l'a voulu. Elle ne regrette rien. Elle ne regrette rien, mais elle s'interroge. Que restera-t-il de son combat ? Doit-elle graver sur la pierre un message pour transmettre la flamme de sa révolte à celles et ceux qui vivront après elle ? Mais ces quelques mots seraient tirés du même alphabet que celui qui sert à écrire les lois de Créon, et Antigone ne veut en rien lui ressembler. Elle veut inventer autre chose, un appel à la lutte, à ne pas se laisser faire, jamais, à écouter son cœur, toujours. Du fond de sa prison, Antigone n'entend des pas. C'est Aimon qui approche. Lorsqu'il découvre sa bien-aimée, il est hélas trop tard. Elle est la mariée d'une noce funèbre et son amoureux est en retard. Elle était à l'heure. Elle a quitté la terre des mortels, cette terre injuste où règne la loi des puissants. Aimon pleure. Pour rejoindre Antigone, un coup d'épée suffira. Au roi Hadès et à sa femme Perséphone, ils offriront l'image d'un couple uni dans une tunique ensanglantée. Voilà, Antigone et Aimon sont morts, les saules ne sont pas les seuls à pleurer, la vie est une forêt de larmes. Pour Créon, c'est trop tard pour ranimer Antigone, trop tard pour les remords. Oui, le terrible Créon a finalement compris sa tragique erreur, lui qui vient de livrer le défunt au soleil et la vivante aux ténèbres. Antigone est morte. Son fils et sa femme aussi, qui ont préféré mourir plutôt que vivre à ses côtés. Aucune pitié n'entoure à présent celui qui n'a pas plié quand tous le suppliaient. Il ne vaut guère plus qu'un cadavre parmi les cadavres. Antigone sait pourquoi elle est morte. Créon, lui, ne sait plus pourquoi il vit. Tombée à la merci de Créon, Antigone mérite un merci. Elle nous a laissé l'empreinte de ses pas, et son histoire éclaire désormais notre chemin. Ce non n'est qu'un début. Continuons le combat. Charlotte Delbos, écrivaine et résistante. Charlotte Delbos menait sa vie avec passion. Très amoureuse de Georges, son mari, elle passait des après-midi entiers à refaire le monde avec lui en parlant philosophie. Au travail, elle aidait un grand auteur et metteur en scène à écrire des pièces de théâtre, à inventer des personnages ou à réfléchir aux décors et aux costumes qu'ils allaient choisir. Elle avait une grande énergie et aimait la vie.
À l'aube de ses 30 ans, au début des années 1940, une guerre mondiale éclata. À Paris, où elle vivait, les soldats allemands envahissaient la ville et imposaient leurs lois. Plus personne n'était libre et le théâtre était devenu interdit. Charlotte avait l'âme rebelle et refusait de se soumettre à la guerre. Elle aidait des familles à fuir le pays, écrivait des textes pour des journaux clandestins et correspondait avec des radios pirates qui communiquaient des informations secrètes. Le 2 mars 1942, Georges fut fusillé et Charlotte envoyée dans un train dont elle ne connaissait pas la destination. Après 3 jours et 3 nuits passées en route, à dormir sur un sol glacé sans boire ni manger, elle fut emprisonnée dans un camp de concentration avec 230 autres femmes. Charlotte vivait un cauchemar, mais elle continuait à lutter. Pour tenir, elle repensait à ses personnages de théâtre adorés et se mettait à leur parler. À la fin du conflit, Charlotte fut libérée et devint l'une des rares survivantes des camps. Elle écrivit plusieurs livres pour raconter cette période, mais avec toujours beaucoup de poésie, comme si les mots lui permettaient de la soulager de l'horreur. Aujourd'hui, en plus d'être reconnue comme une grande écrivaine, elle fait partie de ces héros nationaux que l'on appelle les résistants. Calamity Jane. On raconte qu'au Far West vivait Martha Jane Canary, dite Calamity Jane. On raconte qu'elle donna naissance en 1873 à une petite fille, Janney. On raconte qu'elle confia Janney à un couple de voyageurs, les O'Neill, Papa Jim et Mame Helen, pour qu'elle grandisse chez eux en toute sécurité et dans la douceur d'une famille. Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 1877. Ma chérie. Ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais. Mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour, dans les années à venir, après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule dans ma cabane ce soir et fatiguée. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste et je suis rentrée ce soir. C'est ton anniversaire et tu as 4 ans aujourd'hui. Vois-tu, ton papa Jim m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année, le jour de ton anniversaire. Comme j'ai été heureuse d'avoir des nouvelles de lui, il m'a envoyé ta petite photo. Tu es mon portrait craché à ton âge. Et en regardant ta petite photo ce soir, je m'arrête pour t'embrasser. Et puis, à me souvenir, les larmes viennent et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts d'une façon ou d'une autre envers ton père et envers toi. 25 septembre 1877. Je suis assise à côté de mon feu de camp. Mon cheval Satan est attaché tout près. Tu devrais le voir quand la lumière du feu de camp joue sur son encolure luisante et sur les muscles de ses épaules satinées, avec ses pieds blancs et son losange blanc entre les yeux. C'est un objet de toute beauté. Je suis si fière de lui. Ton père me l'a donné, et j'ai aussi son compagnon de course, King, que j'utilise comme cheval de charge pour les longs trajets. Coulson, juillet 1880. Chère Janney, il y a quelque temps, je suis allée à Cheyenne par la diligence et j'ai passé des moments palpitants. La diligence était conduite par Luke Voorhees. C'est un parent de Clark, Lewis and Clark. Nous avons eu toute une conversation. Il était si intéressé par l'époque où ton père et moi étions allés à cheval d'Abilene à Deadwood Gulch. Nous avions passé toute la nuit au vieux poste de Virginia Dale. Je portais des pantalons d'homme et me faisais passer pour l'associé de Wild Bill, le Jack of Diamonds. Avant de partir, nous avons eu un concours de tir. Je les ai tous battus et pour sûr, ça m'a donné la grosse tête. Deadwood, septembre 1880. Tout le monde m'appelle Calamity Jane. Ton père m'a donné ce nom. Lui et le capitaine Egan,
Mais ton père m'a appelé comme ça quand j'ai entendu ces hors-la-loi préparer sa mort et que je l'ai averti. Il a été le premier à m'appeler Calamity Jane. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois près de Laramie, Wyoming. Ma vie avec ton père, je saurai toujours que ce furent les jours les plus heureux de ma vie, Janey. Dans mon errance sans but, je l'ai rencontré. Il a reçu son surnom de Wild Bill à Rock Creek, Kansas, parce qu'il avait tué en légitime défense une bande de meurtriers, ce qui l'a rendu fameux comme grand tireur des deux mains. Les hors-la-loi le traquaient à plusieurs. Ils étaient toujours une demi-douzaine ou plus à l'avoir dans leur ligne de mire. Il n'aimait pas trop Deadwood, mais il aimait l'animation qu'il y avait ici en ce temps-là. Et la seule raison qui m'a fait revenir ici, c'est à cause de ma vie ici avec lui. Je suis toujours passé pour son associé, le Jack of Diamonds. Les 2 épingles d'or en forme de fer à cheval appartiennent à Anne Hickok, ta grand-mère. Tu lui ressembles beaucoup à ce que m'a dit ton père. Ils devront te réclamer un jour, car tu leur ressembles vraiment. Deadwood. Fin septembre 1880. J'ai tant à te dire, chérie, mais il semble que je sois incapable de relier tout ça correctement. Je me réveille la nuit et je pense à certaines choses que je devrais te dire, puis j'oublie quand j'ai l'occasion d'écrire à nouveau. À la poste, chaque fois que Soulstar me tend une lettre, il prend l'air d'en savoir long et me dit « T'as un petit ami en Angleterre, hein, Jane ?» Je réponds toujours « Diable oui !» Un jour, il lisait une lettre et ne m'a pas vu qui attendait. Aussi je lui ai dit « Bon Sol, quand tu auras fini de lire ma lettre, j'aimerais bien la voir. » Il a sursauté comme si je lui avais tiré dessus. Je reçois parfois des lettres du général Brisbane. Je peux aller dans les camps Sioux et Cheyenne où un homme ne pourrait se rendre sans être tué. Il pense que je suis franchement toquée et je me déplace sans être inquiétée. Coulson. Avril 1883. Janey Sherry. La partie de poker est terminée. J'ai gagné mes 20 000 $ et j'ai remboursé les 500 que j'avais empruntés à Abbott pour démarrer. Plus tard, je t'en dirai plus sur Abbott. Je suis si excitée d'avoir gagné car maintenant je peux aller te voir en grand équipage. Je peux avoir l'air de quelque chose une fois dans ma vie. Becky et Jimmy iront à New York City avec moi. Ils sont si attachés l'un à l'autre que c'est une honte de les voir se quitter. Billings, juillet 1893. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience du pire orage de grêle que j'ai jamais vu dans ce pays, et je ne m'attends pas à en revoir un autre comme ça, même si je vis jusqu'à 100 ans. Je conduisais la diligence. Des grelons aussi gros que des tasses à café frappaient le toit de la voiture et le fondaient comme un coup de couteau. Je passais près d'une cabane abandonnée. Il y avait une étable à côté et je me suis hâtée d'y pousser les chevaux. Ça n'a pas été inutile, mais l'arrière de la diligence a dû rester sous la tempête. Je ne suis pas entrée assez vite dans l'étable, car quand tout a été terminé, je me suis aperçue qu'un des chevaux avait été frappé si fort par un grelon qu'il avait un œil crevé. Les Indiens ont subi des pertes aussi bien que les Blancs. J'ai vu des centaines de bestiaux et de chevaux qui descendaient au fil de la rivière. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Bill Cody me demandant de me joindre à son Wild West Show. La prochaine fois que j'écrirai dans cet album, je serai loin d'ici. 25 juillet 1893. Je pars la semaine prochaine rejoindre le Wild West Show de Bill Cody. J'imagine que tu te demanderas ce que je vais faire là-bas. Je monte un cheval accru, je me tiens debout sur son dos, je jette en l'air mon vieux Stetson et je tire 2 fois sur lui avant qu'il me retombe sur la tête. Je ferai toutes sortes de trucs à cheval, du tir acrobatique, et bientôt, quand le spectacle sera prêt, peut-être toi et ton papa Jim serez-vous là pour me voir. Bien sûr, tu ne sauras pas qui je suis, mais je saurai que tu es ma petite fille à moi, bien que tu aies grandi. New York City, 1893. Chère Janey, nous voilà à New York City. Le spectacle est un succès. Quelle foule pour s'égosiller et applaudir à tout rompre. D'ici, nous allons à Richmond. Je me propose de te voir, chérie. Nous y serons jeudi soir et peu après, nous partirons pour l'Europe. Je voudrais pouvoir m'embarquer sur le même bateau que le capitaine O'Neill et toi, s'il se trouve que nous partons au même moment que lui. C'est tout pour ce soir.
Je suis fatiguée. Je vis tout simplement sur les nerfs. Buffalo Bill est si bon pour moi. Lui et ton père étaient grands amis. Il connaît son Ouest. Il le connaît assez bien pour en tirer une fortune. Bonne nuit, chérie. Richmond, une semaine plus tard. Chère Janey, comme Richmond est belle. Comme je voudrais pouvoir rester ici pour toujours. Eh bien, je t'ai vu ce soir. Et tu m'as vu toi aussi. Mais tu ne sais pas que cette femme, que tu regardais et qui se tenait debout sur un cheval nu en tirant des coups de feu, était ta mère. J'ai vu dans tes yeux de l'admiration et de l'émerveillement. Je suis passée aussi près de toi et de Jim que je l'ai osé. Et après le spectacle, il m'a dit combien il était fier de toi. C'est sûr qu'il t'habille drôlement bien. Je suis si heureuse. Jacotte Delahaye, pirate. Il était une fois en Haïti une petite fille aux cheveux couleur de braise. Elle s'appelait Jacotte. La mère de Jacotte était morte en donnant naissance à son petit frère. Leur père mourut peu de temps après. Jacotte, qui devait subvenir à ses besoins et à ceux de son frère, décida donc de devenir pirate. Jacotte dirigea une bande d'une centaine de flibustiers. En mer, il mangeait de la viande fumée, jouait à des jeux, chargeait les canons de poudre et pillait les galions espagnols. Il vivait même sur une île secrète. Jacotte avait beaucoup d'ennemis. Le gouvernement et les pirates rivaux voulaient sa tête. Afin de leur échapper, elle mit en scène sa propre mort, puis se cacha. Elle se donna un nouveau nom et s'habilla en homme, mais sa ruse ne dura pas. Personne d'autre n'avait une chevelure rouge si flamboyante. Elle redevint pirate et reçut son sobriquet, la rouge revenue des morts. Jacotte avait une amie, pirate elle aussi, appelée Anne Dieu le veut, mère de 2 enfants. À la mort de son mari au cours d'une bataille, elle prit le commandement de leur navire et unit ses forces à celles de Jacotte. Les 2 femmes comptèrent parmi les pirates les plus redoutés des Caraïbes. Leurs histoires devinrent des légendes contées par les flibustiers allongés sous les étoiles dans leurs hamacs, bercés par les vagues, rêvant aux aventures qui les attendaient à l'aube. Texte lu par Gaël Partouche et Fabienne Courvoisier. Portrait, extrait de Histoire du soir pour filles rebelles aux éditions des Arènes. Antigone, de Yann Lyotard et Marie-Claire Redon, aux éditions La Ville brûle. Calamity Jane, de François Roca, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Conte pour jeunes filles intrépides, de Praline Gay-Para, aux éditions Babel Actes Sud.